Donc salut à tous, c'est Victor, je suis en compagnie aujourd'hui de Baptiste. Baptiste, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Yes, salut Victor. Moi, c'est Baptiste Dugardy. Du coup, je suis coach Instagram et business. J'ai 19 ans. Je suis aussi aux études en HEC en parallèle. Et voilà, du coup, j'accompagne les gens à grandir sur Instagram, enfin les infopreneurs et les coachs, à développer leurs réseaux sociaux et par la même occasion, s'ajouter plusieurs milliers d'euros par mois. Et donc, j'ai un accompagnement qui fait tout ça. Et voilà, j'ai plusieurs passions. J'aime le sport, la musique, le business, dev perso et rire. Rire? Rire, ouais. Avec toi. Mais voilà. Et toi? Moi c'est Victor, 21, 22, ouais 22 ans. J'ai une agence de création de contenu avec laquelle je me déplace en présentiel, du coup chez la créateur de contenu iTicket. 3 mois de réel en une journée, comme ça. Plus de contraintes de «Oh j'ai la flemme», plus de contraintes de «Oh, je sais pas monter», plus de contraintes de «Oh je sais pas tourner» et cetera, tout est réglé. Aujourd'hui, on va parler, un peu acquisition, principalement Instagram parce que, voilà, on gère nous 2 le short form, je pense qu'il y a pas de problème, mais aussi un peu tous les aspects du business, le mindset, productivité, les conneries aussi aujourd'hui. On est dans déjà, le co-living du coup du château et déjà avant tout, bah, je voulais, parler un peu de ça. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé de l'expérience? Moi, ça fait 1 mois que je suis là. Toi, ça fait 2-3 semaines, 2-3 semaines. Déjà, petit retour sur ça. Est-ce que tu en as un? Positif, négatif? Dis-nous tout. Franchement, c'est une dinguerie. C'est la première fois, moi, que j'entreprends avec d'autres gens, surtout de mon âge, qui sont dans le même domaine et tout, donc c'est trop stylé. J'ai toujours entrepris seul dans ma chambre enfermée, depuis 3 ans presque. Donc là, je rencontre des gens, on se tape des barres tout en entreprenant, on fait des expériences de ouf. Des fois, on fait des conneries, des fois, on a des discussions hyper intéressantes. Donc je prends beaucoup plus de plaisir dans le process, même si je travaille un peu moins et peut-être que je fais un peu moins de cash par rapport à ce que je pourrais. Je m'en fous un peu parce que je me rends compte que enfin, ça me remet mes priorités en place et en vrai, c'est que du kiff. Donc, je fais beaucoup de cash tout en kiffant le processus et je savais pas que c'était possible. Donc, ouais, c'est trop cool. Est-ce que tu penses que c'est un levier? Ça dépend. Je pense qu'il faut des phases de chaos et des phases de structure. Là, je suis dans une phase de chaos. Donc, c'est plus bordélique, il y a plus de. Mais c'est plus complet d'un côté, c'est-à-dire que j'ai des expériences sur tous les aspects, dev perso aussi, spiritualité, sportif. Je fais plus de sport quand je suis là et tout. Donc, c'est hyper constructeur, mais aussi, il y a des fois où, pour mon business, pour moi-même aussi, il faut que j'ai des phases de structure avec vraiment des routines claires, avec des grosses séries de travail. Et je sais que personnellement, je le fais mieux quand je suis seul. Certains le feraient mieux ici parce qu'il y a l'environnement aussi, deep work et tout. Mais moi, je sais que quand je suis enfermé dans ma chambre, j'ai que ça à faire, j'ai pas de distraction. Et donc, il faut que je varie un peu les deux. Donc, je ferai peut-être pas 6 mois d'un coup ici, mais faire un mois, puis ensuite 2, 3 mois chez moi, puis revenir un mois et tout, ça peut être cool. Est-ce que d'être ici avec des entrepreneurs et forcément qui font du contenu, ça te permet d'en apprendre plus un peu sur l'avatar? Je sais pas si ça m'en apprend plus sur l'avatar parce que c'est pas forcément des personnes de mon avatar qui sont là. Enfin, en vrai, oui, ça pourrait. Mais c'est quand même, il y a plein de personnes dans des domaines différents. Mais c'est vrai que le point commun, c'est que la plupart créent du contenu. Et c'est quand même intéressant de voir les différents créateurs, comment ils créent du contenu. Après, je suis assez au clair sur mon avatar. C'est vrai que je voyais moins ça comme une lacune. Mais ça me permet vraiment de réfléchir à comment gagner plus en travaillant moins. Parce qu'il y en a pas mal qui réfléchissent aussi comme ça ici. Et c'est intéressant de voir que oui, même en travaillant peut-être 6 heures par jour, je pourrais fois 2 mon chiffre d'affaires. OK, OK. Bon là, on va parler un peu plus business, un peu plus, problématique du coup, bah, création de contenu. Donc déjà toi, voilà, comment tu as démarré la création de contenu? C'est quoi un peu ton background à ce niveau-là? Alors moi, du coup, j'ai commencé avec une agence de soutien scolaire que j'avais lancée dans ma région. Enfin, avant ça, j'avais testé quelques business, mais ça marchait pas trop. Et le premier qui a marché, c'était ça. Donc, je mettais en relation des élèves qui avaient des difficultés scolaires avec des répétiteurs qui pouvaient les aider. C'était mon premier business. Et pour ça, j'ai fait un compte Instagram et je postais des petits posts éducatifs. Et après, un jour, je fais une citation, elle explose. 2 jours après, j'en refais une, elle explose, je vois 70 000 vues et tout, je suis comme un ouf. Dopamine à fond, les stats, les likes. Et je me dis, bah, j'ai tout compris. Je me dis, bah, let's go. Donc, je commence à faire plein de posts citations. Et ça prend. Je gagne 75 000 abonnés en 9 mois. Je fais plus de 80 millions de vues avec ce format-là. Et du coup, je lance un e-book, mais gros flop. Enfin, je fais à peu près 400, 500 euros. Mais j'aurais pu faire beaucoup plus. Juste que je m'y suis mal pris. Je débutais, premières expériences. Mais je me rends compte aussi à ce moment-là que mon audience, elle n'est pas qualifiée. J'ai parlé à tout le monde en faisant des citations. Et du coup, je parlais à personne réellement. Donc, j'ai commencé à reviser ma stratégie de contenu.
Et j'ai commencé petit à petit à partir avec du fast cam, donner de la valeur sur comment grandir sur Insta, etc. J'ai aidé des proches à le faire, ils ont eu des résultats plutôt cool. Donc je me suis dit, vas-y, là, il y a une opportunité. Et maintenant, ma stratégie, c'est vraiment de varier, de temps en temps faire du viral pour avoir constamment des nouvelles personnes, et de temps en temps faire ce que j'appelle du vital, et c'est un peu du mofu, bofu, pour fidéliser. Et maintenant, je fais moins de vues, mais je vends beaucoup plus, et du coup, voilà, en gros, j'accompagne les personnes à faire ça aussi. Et si tu peux nous dévoiler un petit peu ta stratégie de contenu, ça serait quoi exactement? Ouais, je pense que ça pourrait dépendre des personnes, mais effectivement, la base, c'est vraiment ce que je viens de dire, varier un peu les deux pour avoir du trafic et fidéliser le trafic. Mais je pense que du coup, dans les deux formats, il y aurait par exemple du format citation ou b-roll qui peuvent vraiment décoller. Le b-roll, c'est une accroche et ensuite avec du texte dans la description. Des fois, il y a des tendances aussi, des POV ou des choses comme ça, suivant comment ça peut vraiment décoller. Mais ce qui est important dans ce format-là, c'est vraiment tout le temps rester dans sa niche. Parce que si on en sort et que d'un coup on a un post qui perce, on gagne 3000 abonnés qui veulent juste de l'humour, c'est la merde. Donc vraiment rester dans sa niche et puis aussi faire du contenu qui fidélise. Donc ça peut être du fast cam, ça peut être du podcast, ça peut être des carousels. Les carousels, ça marche bien aussi. Mais en fait, tout revient un peu à la même chose au final. C'est qu'il faut comprendre comment attirer l'attention, comment avoir des bonnes accroches, refaire aussi ce qui marche souvent. C'est quand même la route la plus rapide. Et, euh, et du coup, je varierai les deux. Alors, ça dépend de votre situation. Si vous voyez que vous avez une toute petite audience, alors peut-être je ferai 2 tiers viral et 1 tiers vital. Et si vous avez déjà 10 000 abonnés, mais que justement vous avez du mal à les fidéliser, bah là, il faudrait commencer à faire plus de vital avec du fast cam et tout, et donner des vrais conseils, de la vraie valeur par rapport à ce que vous vous enseignez, par rapport à votre méthode, par rapport à votre accompagnement et tout. Et 1 tiers viral pour continuellement quand même avoir du trafic. Enfin, il y a un format, quand tu vraiment le ponces, tu peux réussir à mélanger top et middle of funnel. Mais ça, il faut vraiment trouver son propre format et ça prend du temps. En tant que créateur de contenu, il y en a qui maîtrisent ça à la perfection, mais c'est vraiment les meilleurs. Donc toi, tu considères que dissocier top of funnel et middle of funnel, c'est vraiment impératif quand on est débutant? Ça dépend parce que tu vois, il y en a qui réussissent bien avec un format en particulier et ils peuvent le faire à fond et du coup ça cartonne et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Moi je vois que des fois il y a des limites si je fais que du viral et à l'inverse il peut y avoir des limites si je fais que du vital parce que je suis limité par mon nombre d'abonnés et du coup bah forcément derrière ça peut bloquer. Donc avoir de tout je trouve ça vraiment bien. Après tu vois le format vlog par exemple ou le format 100 jours jusqu'à ce que j'atteigne X euros par mois. Et puis chaque jour, par exemple, comme Tristan Vincent ou même Noé qui est ici, qui fait ça. Ça peut aussi bien marcher parce que ça mélange un peu tout. C'est vraiment l'intermédiaire entre le viral et le vital, c'est parce que ça peut tout d'un coup décoller si t'es bon en storytelling, ça demande quand même plus de compétences, mais et derrière tu peux créer de la connexion, créer une histoire, donner de la valeur au passage sur quelques plans, montrer ta crédibilité, tout en créant de la connexion. Donc ça, je dirais que c'est un peu une exception qui pourrait inclure un peu tout. Maintenant, pour la plupart des débutants, c'est un format qui prend du temps à faire et qui donne pas de résultats si on n'a pas un certain nombre de compétences. Et du coup, j'aime bien commencer avec d'autres formats et dès que la personne est plus à l'aise ou plus intuitive avec le contenu, elle peut faire ça. À voir selon la personne. C'est pour ça que je trouve important quand même de personnaliser la stratégie de contenu. Tu vois, il y a selon les niches, selon les personnes. Des fois, je vais recommander des choses que je recommanderais pas de base. Mais, euh, mais ouais, c'est important de personnaliser. Donc là, pour tes élèves, donc les personnes qui rejoignent ton accompagnement, c'est quoi un petit peu la strat que tu préconises pour vraiment débutant? Est-ce que c'est la même que toi ou c'est vraiment en fonction du profil? Je vois vraiment les différents formats comme des niveaux de compétences un peu à débloquer. Le tout premier, le plus simple, ça serait remixer ou faire des mèmes et rajouter une petite accroche drôle au-dessus ou je sais pas quoi. Et ça peut vite décoller, c'est super simple à faire. Deuxième, citation. Ça aussi, ça s'apprend vite. Tu reprends une vidéo esthétique, tu mets ton accroche, tu peux reprendre une citation virale et tout. B-roll ensuite. Donc là, il y a quand même il faut quand même avoir des compétences de copywriting dans la description, être efficace, les bullet points, les chiffres, avoir des bonnes accroches virales et tout. Ensuite, ça serait carousel. Carousel d'abord. Et ensuite, Fastcam. Fastcam, il y a quand même beaucoup plus de choses. Il faut être éloquent, il faut se montrer, il faut bien l'éclairage, avoir peut-être du setup suivant comment, même si je pense qu'il y a quand même des manières de faire du Fastcam qui sont accessibles. Mais du coup, pour les personnes qui vraiment partent de zéro, bah, je leur dis, essaye déjà de tester un peu des formats à limite remix ou des citations. Et après, petit à petit, je les emmène sur des carousels pour qu'il y ait aussi du vital. Et je varie un peu tout ça. Donc oui, il y a quand même des formats plus durs à faire que d'autres. Et puis je vois ça un peu comme dans l'ordre des choses. Si la personne elle part de zéro sur Insta, qu'elle a aucune base et qu'elle veut direct faire du fast cam, c'est chaud. Faut vraiment réussir à maintenir l'attention. Donc que ce soit dans le script, le visuel, l'éloquence.
le fond ou la forme, enfin, c'est plus compliqué. Parce que là, la plupart des personnes qui débutent pensent que valeur, 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 valeur suffit, et qui passent, beaucoup de temps à donner de la valeur pour au final peu de résultats. Heu, Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Ouais, en fait, souvent, les 2 problèmes, c'est soit ceux qui veulent que donner de la valeur et du coup, ils sont limités par le nombre d'abonnés, soit ceux qui veulent que décoller, avoir des vues et des likes et du coup, ils font pas de vente. Donc oui, pour ceux qui veulent que donner de la valeur, bah, le problème, c'est qu'ils vont vite voir que même au bout de 50, 100 posts, suivant comment, ils vont toujours être à 200, 300 abonnés ou peut-être 1000. Mais en faisant de temps en temps quelque chose qui part viral dans sa niche, ça permet d'attirer des personnes dans sa niche et de donner de la visibilité aussi sur les contenus de valeur. Donc, si vous avez une préférence sur donner de la valeur, je trouve ça top. Mais du coup, faut quand même attirer des gens, à part si le plan c'est vraiment long terme et que vous avez une stratégie comme Mathis Clouet, où il veut uniquement des personnes vraiment B2B, etc. Et il a pris je sais pas combien de temps à atteindre les 10 000 abonnés alors que le mec est ultra compétent. Je pense qu'il faut quand même faire une majorité, donc 2 tiers vital et 1 tiers viral. Après, pas besoin de faire du viral très large. Tu peux faire des formats qui vont faire 10, 20, 50 000 vues, qui attirent quand même des gens et qui sont dans ta niche. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi les meilleurs formats top of funnel? De nouveau, je pense que ça dépend de la niche, mais par exemple, pour les personnes dans le bien-être, la confiance en soi, l'anxiété ou comme ça, les citations, naturellement, ça va attirer beaucoup de ces personnes. Donc les citations, je trouve ça très fort. Après, si tu es coach sportif ou ouais, coach en nutrition ou coach business, les citations, ça peut avoir ses limites. Après, il y a toujours des manières d'adapter. Par exemple, un coach sportif peut faire une citation, mais avec un fond de lui qui fait du sport, donc il y a déjà plus de liens, ou une citation qui est en lien avec le sport. Donc, citation, c'est quand même, moi, c'est ce qui m'a fait décoller. Je le recommande à fond, ça marche toujours. Si tu le fais bien avec le watch time et tout, ça peut être un cheat code. Donc, citation, j'aime bien, mais sinon, b-roll, si tu maîtrises le b-roll, ça peut être très fort aussi. Je vois plein de gens qui, Niall Kiddle, je crois, où il y a plein de gens, en fait, qui décollent avec du b-roll. Tu mets une accroche qui sort du lot, contre-pied, tu expliques ta méthode en dessous, ou tu donnes un peu de valeur. Ça permet de faire l'entre-deux, c'est assez cool. Donc là, on a la méthode, la stratégie de contenu, du coup, top of funnel, middle of funnel. Et au niveau de la conversion, comment tu t'y prendrais si tu étais débutant? La conversion, ce qui est très fort, c'est les stories et les vidéos YouTube. Ou alors si vous avez une VSL, un petit tunnel, même si je recommande pas toujours les tunnels de vente, encore moins au début, parce que c'est trop complexe et ça va vous faire procrastiner sur plein de trucs. Allez simple à l'essentiel, donc les stories, 1 à 5 par jour, selon votre temps, selon ce que vous pouvez faire et tout. Ça permet de fidéliser. En fait, pour fidéliser, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la personne elle passe un maximum de temps avec vous. Et donc, comment faire en sorte que la personne passe du temps avec toi? Les réels, c'est bien, mais s'ils sont de 5 secondes, ça va te limiter. Pour que la personne passe 1 heure avec toi, il faut 720 réels de 5 secondes. 720 réels, c'est énorme, c'est un post par jour pendant 2 ans. Alors qu'avec des vidéos YouTube, 20 minutes, tu fais 3 vidéos de 20 minutes où tu donnes la valeur, la personne elle passe 1 heure avec toi. Et c'est vraiment une question du nombre de temps qu'elle passe avec toi. Donc, pour aller plus vite là-bas, c'est pour ça que moi j'ai commencé YouTube, c'est trop fort. En 2 vidéos, j'ai eu 4 clients, ça m'a ramené plus de 10 000 euros, donc c'était trop fort. Mais, euh, mais du coup, le, les vidéos YouTube, c'est trop fort. Et les stories aussi, ça permet justement de faire en sorte que la personne passe du temps. Ça permet de donner de la valeur, créer de la connexion, avoir plus de ce que tu es par rapport à des posts. Et le fast cam, du coup, aussi, des fois 30 secondes, 1 minute, tu iras plus vite à 1 heure que à coup de 5 secondes. Donc fidéliser, c'est vraiment une question de temps. Et ensuite, bah, c'est sûr qu'en montrant des témoignages, en faisant des VSL qualitatives, en allant chercher vraiment le côté vente, en parlant de ton offre aussi, il faut parler beaucoup plus de son offre. La plupart, 99% des gens ne parlent pas assez de son offre. Même des gens comme Alex Hormozy et tout, qui cartonnent et qui font que de parler de leur offre, ne trouvent qu'elles ne parlent pas assez de leur offre. Donc, euh, donc ouais, ça, tous ces éléments, c'est vraiment important. Je sais pas si toi, t'as... Ouais, je vais rebondir sur ça. Il y a une phrase d'Ormodi qui dit, bah, 1 heure passée avec toi, c'est 1 € dans ta poche. Malgré, enfin, toute la communauté. Ça veut dire que c'est pas une seule personne qui va passer 1 heure, c'est très dur à faire. Ça, c'est à terme avec des vidéos YouTube, des podcasts, et cetera. Donc, ouais, pour moi, en fait, le short form va surtout chercher à capturer l'attention, ce qui est le plus simple, hein, de capturer l'attention. Le plus dur, c'est de la maintenir. Donc là, en fait, je prendrai à la main ces personnes-là en captant leur attention, et avec les stories ou les DM, je les envoie sur YouTube. Je les envoie sur YouTube pour qu'ils passent le maximum de temps avec moi, pour que je garde un max leur attention, ou un school, hein, une plateforme gratuite
Et derrière, bah, forcément, ça facilite de ouf, l'attention. Enfin, de maintenir l'attention et forcément la conversion. Parce que, voilà, le short, c'est bien, on le sait, on peut convertir, mais il y a ses limites. Comme tu l'as dit, voilà, bah, il faut combien d'heures, de combien de posts? 2 ans? Oui, ouais, 720 posts en postant une fois par jour, ça fait 2 ans. Ouais, c'est beaucoup trop long. C'est énorme. Donc voilà, stratégie de choper l'attention à la main, avec le short form et aller l'envoyer de différentes manières, story, DM, peu importe, sur YouTube ou sur du format un peu plus long pour qu'ils passent du temps avec nous et que ce soit plus facile, quoi. Quand ils arrivent en closing, ils sont un peu émerveillés, hein. Les gens qui sont déjà fidélisés avant d'arriver sur le closing, c'est juste trop fort, ça fait exploser le taux de closing. Et en fait, oui, j'ai répondu sur comment convertir via la stratégie de contenu, mais il y a d'autres manières de convertir, notamment avec le setting qui est pour moi trop fort. Le setting, c'est envoyer des DM avec les gens, c'est passer du premier échange avec les personnes à un appel de vente. Et du coup, ça, c'est très très fort. Et comment créer des opportunités de setting, soit avec des call to action dans les posts, soit avec des call to action dans les stories, ou les call to action sur les vidéos YouTube, par exemple. Donc ça, c'est fort. Et moi, j'ai aussi la communauté School qui est à part. Donc j'ai vraiment Instagram, la base. Et puis il y a YouTube et School qui peuvent derrière fidéliser et me ramener des bons prospects. Et après, il y a le setting aussi, qui est très très fort. Et School, là, c'est fort parce que tu donnes énormément de valeur gratuitement. Moi, je l'ai utilisé comme mon YouTube, en fait, pendant longtemps, School, où j'ai une formation gratuite dessus. Les gens la consomment, ils sont fidélisés. Derrière, en fait, pour rejoindre le School, ils mettent aussi numéro de téléphone, email et profil Instagram. Comme ça, je regarde le profil Instagram et si c'est des bons prospects, je peux les contacter. Et puis, du coup, ouais, ils sont fidélisés. Donc, j'ai plus de 600 personnes là qui sont dans un écosystème School que je recommande beaucoup. Dès que vous commencez à avoir un peu de trafic, vous avez 5-10 000 abonnés. C'est vraiment cool d'avoir une communauté School. En ce moment, tu te balades dans la maison et tu dis que le no funnel, c'est le meilleur funnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je me balade comme ça et je dis aux gens. Ouais, j'ai dit ça l'autre soir. Le meilleur funnel, c'est le no funnel, effectivement. Justement parce qu'il y a trop de friction souvent à créer des funnels. Moi, je le vois avec mon père, par exemple, qui essaie de faire des webinaires, des newsletters, des VSL, des trucs, ou d'avoir, tu vois, il s'est pris la tête, je sais pas combien de temps pour trouver la plateforme sur laquelle il allait héberger ses formations, et il veut d'abord tourner ses formations. Enfin bref, c'est un bordel. Et au final, tu fais jamais les actions qui vont directement te ramener du revenu. Donc pour moi, il faut aller à l'essentiel. Si tu es débutant, ta priorité, c'est de commencer à ramener du revenu. Et tu dois du coup faire les actions qui vont t'emmener là-bas. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le setting, ça va être la création de contenu parce que ça fidélise en amont et ça attire des personnes. Et ça va être le closing. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Il faut vraiment juste faire ça et tu crées du contenu, t'envoies des DM, tu crées des opportunités d'appel et en appel, tu vends. Et en fait, c'est juste une question de nombre d'appels que tu peux avoir pour avoir des ventes. Pour avoir ce nombre d'appels, il faut envoyer un nombre de messages ou faire un nombre de posts avec des bons call to action. Et du coup, tes actions, elles doivent être concentrées là-dessus. Et ensuite, tu as juste à faire des bonnes KPI et t'attires les ventes que tu veux attirer. Mais la plupart des personnes ont peur d'attirer ces revenus. C'est effrayant au début, ou ne se sentent pas légitimes, ou ne se sentent pas capables, ou il y a plein de choses. Et du coup, elles vont pas faire les actions qui vont les emmener à ces revenus, alors que c'est juste indispensable. Et elles vont se justifier du coup de pas faire ces actions en faisant d'autres actions qui ne servent à rien, en essayant de faire un webinaire, en essayant de faire des méga newsletters ou se lancer aussi sur LinkedIn et aussi sur YouTube et Facebook et machin. Et en fait, ça va juste, le fait de s'éparpiller, ça va être une catastrophe. Et au début, tu dois juste réussir à faire ta première vente avec un système et faire plus de volume pour avoir plus de ventes. Et ensuite, une fois que tu commences à avoir 5-10 000 euros qui rentrent, tu peux commencer à déléguer, tu peux commencer à tester des nouvelles choses. Mais moi, je suis quand même de l'avis que jusqu'à 30-50 cas par mois, il n'y a pas besoin d'avoir un funnel. Il n'y a pas besoin de complexifier parce que c'est juste se mettre des bâtons dans les roues tout seul alors qu'il y a assez de galères quand tu essaies de faire tes ventes. Ouais, c'est Mathias Nezar qui parle beaucoup de ça, hein. Un tunnel de vente, c'est fait pour qualifier, c'est fait pour trier, c'est fait pour enlever les indésirables. Mais quand t'es à moins de, genre, 50 même, à quoi bon? Tu vas juste mettre de la friction à chaque étape. Et au début, en fait, tu dois avoir un minimum de friction pour que le prospect te découvre, tu l'éduques, tu vas en appel, tu lui vends. Et ça, c'est une grosse problématique des personnes, c'est qu'ils veulent toujours complexifier les choses et qu'ils pensent qu'en complexifiant les choses, ils auront plus forcément derrière de résultats. Mais pas du tout. Le KPI le plus important quand on a moins de 25, c'est combien de calls bookés t'as. C'est tout. Combien de calls closés tu vas faire derrière. Trouve un moyen de booker des calls, juste fais ça. Et t'as pas besoin de faire 32 étapes pour éparpiller les gens. Je connais des gens qui ont quasiment pas d'abonnés, qui ont juste quelques posts pour un peu fidéliser, qui font la masse de settings,
et derrière qui font 20K par mois. C'est vrai qu'aussi, voilà, ce fait de se diversifier sur plusieurs plateformes, ça a été dit plein de fois: «Ouais, t'as juste à riposte» et cetera, mais ça fait quand même de l'énergie mentale et du temps, en plus et forcément, tu te concentres sur des choses qui sont un peu futiles. OK, on peut utiliser, par exemple, TikTok quand on publie sur Instagram, mais il faut le voir vraiment comme bouteille à la mer. Peut-être que ça va toucher un prospect et il va venir de lui-même, mais faut pas commencer à faire des tunnels sur TikTok, aller plus loin que ce qu'on nous demande pour, derrière, choper des cacahuètes, quoi. C'est pas le but, je pense. Toi, à quel moment tu dirais de te diversifier au niveau des plateformes? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut avoir une plateforme principale et une secondaire qui peut aider au début. Et ensuite, quand vraiment tu commences à avoir... Ouais, pour moi, c'est à partir de 50K par mois ou que tu as du volume. Ça dépend les gens qui peuvent gérer ce que tu fais. Ça dépend les types de personnes que tu veux attirer. Tu vois, les gens B2B, peut-être qu'ils vont faire que du LinkedIn et ça ira très bien. Et peut-être un peu de YouTube. Moi, ma plateforme principale, c'est Insta. Insta, je trouve ça fort parce que c'est une des seules plateformes qui a tofu, mofu, bofu, quasiment, dans la même plateforme, dans le même funnel. Tandis que YouTube, pour moi, c'est plus dur d'avoir du tofu. Et à l'inverse, TikTok, c'est plus dur d'avoir du mofu, bofu, de fidéliser. TikTok, c'est vraiment la viralité. Tu vois, je connais quelqu'un, Antoine Forest, qui a 1 million d'abonnés TikTok, qui les a eu pendant le confinement et tout. Et il continue à poster des TikTok, mais avec 1 million d'abonnés TikTok, il fait du, je sais pas, 5000 vues par vidéo ou 3000 vues. Et parce qu'en fait, il y a zéro fidélité. Et c'est encore plus dur l'interface pour aller en DM et tout. Donc Insta, je trouve c'est trop fort parce qu'il y a vraiment de tout. Mais comme on l'a dit avant, ça peut avoir ses limites si tu veux que la personne, elle passe beaucoup de temps avec toi et tout. Donc c'est cool d'avoir un YouTube ou un School pour fidéliser. Donc pour moi, rien qu'avec ce système-là, je pense pouvoir scale à 100K par mois, même 200. Enfin, il y en a qui font des millions sur Instagram. Maintenant, si tu veux riposte partout et être un peu partout, soit tu trouves quelqu'un pour le faire pour toi, et du coup, t'enlèves toute la friction. Parce que la plupart des personnes qui débutent et qui veulent faire ça, ça va, ça va créer beaucoup plus de friction à créer du contenu, et c'est plus, ah, je dois prendre une demi-heure pour poster mon post sur Insta. C'est, je dois prendre une demi-heure pour faire sur Insta, et ensuite une demi-heure pour le poster partout ailleurs, et ça change tout. Quand tu dois faire un post par jour, des fois, t'as la flemme de passer 1 heure, t'as pas le temps, etc. Alors qu'une demi-heure, tu les trouves tout le temps. Donc, ça rajoute plein de friction pour pas plus de résultats, parce que derrière, t'as du trafic un peu de partout, tu sais pas comment faire. Donc vraiment, moi, je me focuserais jusqu'à un grand niveau sur 1 ou 2 plateformes. Et ensuite, pourquoi pas diversifier. Ce qui peut être fort, par exemple, c'est les formats story. Quand tu donnes, par exemple, 5 astuces pour avoir plus de leads, tu donnes les 5 astuces et tout. Là, tu as un texte. Et ça, tu peux le mettre partout si tu veux. Tu peux le mettre en story, tu peux le mettre en post YouTube. Maintenant, il y a ça. Tu peux le mettre en post LinkedIn. Tu peux le mettre aussi potentiellement sur Facebook, sur School, exactement, c'est ce que je fais aussi. Et du coup, une même pièce de contenu, tu peux la mettre partout, tu peux peut-être même derrière en faire un réel. Donc ça, c'est quand ça commence à être assez fort, c'est que tu as une idée et tu peux la balancer un peu partout. Et derrière, oui, ça peut fidéliser un peu plus, mais faut pas que ça rajoute de la friction. Ouais, c'est la stratégie d'Hormozy, ça aussi. Lui, il fait que des posts Twitter. Il fait que ça, que ça. Il envoie, je sais plus, genre 3 à 5 posts Twitter par jour, donc des petites phrases, et il a un écosystème de contenu derrière. Ça veut dire que, en fait, il va prendre celles qui marchent le mieux, il va les mettre en story, enfin en post, tu vois, Insta, là, type Twitter. Ensuite, ce post Insta, s'il fonctionne bien, il va faire un réel autour de ça. Et puis après, sur YouTube, il va prendre, en fait, ces 10 posts Twitter qui ont le mieux marché et il va déblatérer sur ça sur YouTube. Et tu vois, c'est une stratégie où, en fait, tu vas tester la chose, tu regardes si elle fonctionne et après, tu vas l'expandre un maximum jusqu'à que tu as presque utilisé tout le jus de cette viralité. Et ça, je trouve ça trop puissant. C'est marrant parce qu'il fait aussi l'inverse où il a des podcasts, grand format, long podcast, et derrière ces podcasts, les sujets, il en fait des vidéos YouTube où il coupe en des shorts, et en fait, je crois, en une seule journée ou en 2 journées par mois, il fait que une journée de tournage, et il arrive à poster genre 3 fois par jour sur toutes les plateformes. Enfin, c'est juste abusé. Mais c'est pour ça, au début, avant 25-50 000 par mois, il faut vraiment voir le short form et le long form, donc le contenu, comme des systèmes. C'est pas ce qui doit te prendre, enfin ça doit te prendre du temps, mais il faut quand même systématiser la chose pour qu'il y ait le moins de friction, parce qu'au début ça pose quand même de la friction le contenu, et pouvoir en fait utiliser le minimum de temps et avoir le plus de résultats derrière. Donc moi je trouve que cette stratégie est hyper pertinente, et après voilà, se plonger beaucoup plus dans la création de contenu, quand là on a le levier de l'argent et le levier de la labeur avec notre argent. Donc on peut prendre des monteurs, on peut prendre des stratégistes, on peut prendre un head of content, etc., etc.
C'est aussi pour ça qu'en fait, avant, je faisais ma comparaison avec les différentes étapes de création de contenu. Parce qu'au début, ça demande beaucoup moins de friction de faire un remix, de faire une citation, de faire un b-roll et tout. Et petit à petit, quand tu deviens plus à l'aise, tu fais aussi les choses plus rapidement, tu les fais mieux. Ou alors, tu as des clients, du coup, tu peux avoir un monteur vidéo pour le fast cam ou des choses comme ça. Donc, c'est aussi en termes de friction que je propose ça et pas uniquement en termes de c'est de plus en plus difficile ces formats. Parce que n'importe qui, tu vois, moi, je faisais en 15 minutes par jour mes citations dans le bus en allant à l'école, tu vois. Enfin, en allant à l'uni. Et c'était trop fort. Et du coup, petit à petit, maintenant, j'ai beaucoup plus de temps pour le faire et je peux faire des contenus plus qualitatifs, entre guillemets. Pour moi, l'inspiration, c'est 90% de la création de contenu. C'est quoi, de ton côté, ton process d'inspiration pour vraiment devenir viral et éduquer au maximum? Moi, je le fais de moins en moins. Alors avant, c'était pareil, ouais, 90%, voire 95%. Les citations, justement, c'était trop fort parce que je pouvais voir celles qui avaient déjà percé, celles qui résonnaient déjà dans la tête des gens. Je les reprenais, bam, trop fort. Je les faisais en France, en français. Et puis maintenant, je dois quand même me démarquer un peu par ma méthode. Je dois quand même donner de la valeur à ma façon. Et du coup, soit je reprends des idées qui marchent chez des concurrents, aux États-Unis ou, enfin bref, des gens dans ma niche. Soit je prends aussi, donc ça on parle du contenu face cam, du contenu chez mon accompagnement, entre guillemets, dans mes calls, dans mes appels soit de vente, soit mes appels découvertes, soit mes appels de coaching. Je vois les difficultés des gens, je vois ce qui les bloque, je vois qu'ils n'ont pas de stratégie de contenu, je vois qu'ils ont peur du regard des autres, je vois que ils savent pas comment faire un bon réel de qualité. Enfin bref, toutes les problématiques. Je peux avoir une liste de toutes les problématiques. Et derrière, je vais faire des vidéos qui parlent de ça sur mon Insta parce que je sais que ça règle directement les problèmes de mon audience. Et du coup, c'est super fort. J'invite à faire cet exercice. Tu prends ton avatar, tu prends ton accompagnement, tu lises toutes les étapes qu'il doit passer pour avoir des résultats avec ton accompagnement. Et tout ça, ça te donne aussi des idées de contenu pour tes vidéos. Donc aussi toutes les frictions qu'ils vont avoir, s'ils savent pas comment tourner une vidéo, s'ils savent pas comment avoir des idées de contenu, etc. Je peux faire un post là-dessus où je leur donne la valeur là-dessus et petit à petit ça les fidélise aussi parce qu'ils ont des résultats grâce à mon contenu gratuit. Et c'est là que les personnes elles peuvent prendre action pour aller sur le contenu payant. Donc ça, c'est pour le middle of funnel, mais pour le top of funnel. Pour le top of funnel, la plupart du temps, le plus simple pour être viral, c'est ce que tu fais, ce que tu dis, c'est reprendre chez les concurrents. Parce que c'est vraiment la roue directrice. Il y en a qui veulent réinventer la roue et essayer de faire le meilleur truc pour partir viral. Ça, c'est possible. Ça arrive de temps en temps. Soit c'est de la chance, soit voilà, ça arrive. Soit la personne est très compétente en accroche, à maîtriser l'art des accroches, etc. et sait le faire pour elle-même. Mais ça, pour moi, ça vient vraiment avec le temps. C'est vraiment chaud. Et il faut passer des fois même des heures à trouver une bonne accroche. D'ailleurs, c'est intéressant, je peux le dire là, mais il y en a plein pour créer du contenu. Ils passent 10% de leur temps à trouver une accroche, 80% à faire le contenu et à 10% à faire le call to action. Alors que moi, je recommande vraiment de passer 50% du temps à créer l'accroche, 25% créer le contenu, 25% le call to action. Bref, du coup, on disait la stratégie, oui, pour être viral. Pour être viral, du coup, ouais, reprendre chez les concurrents, c'est la ligne directrice parce que tu sais que ça a marché. Et plus tu le copies, plus tu as de chances que ça marche aussi pour toi. Et plus tu rajoutes ta touche personnelle, plus tu prends des risques. Et c'est là où du coup, il faut voir le juste milieu, à quel point tu veux rajouter ta touche personnelle, à quel point tu veux partir viral. Et du coup, bah, techniquement, si tu fais exactement le même post, il va aussi partir viral. Mais il faut quand même varier quelques petits trucs, des fois le plan, des fois la musique, des fois comme tu veux. Et c'est là où il faut voir qu'est-ce qui va pénaliser ton post ou partir autant viral. Ou peut-être même l'améliorer, tu vois. Des fois, j'ai repris des posts qui sont partis viral et j'ai fait encore plus de vues parce que j'ai amélioré un peu avec ma touche. Ok. Moi, c'est simple. À chaque fois que j'ai donné ce conseil pour partir viral, ça a fonctionné chez mes clients et chez mes élèves. Et c'est quoi? C'est toujours l'inspiration, comme on revient au départ, ça y a pas de problème. Mais c'est d'aller prendre en fait les réels des concurrents qui ont fait x5 le nombre de vues vis-à-vis du nombre d'abonnés. Parce que quelqu'un qui a 100 000 abonnés, c'est normal de faire 20 000, 25 000 vues. C'est le normal, c'est dans sa zone d'abonnés, ça, y a pas de problème. Par contre, de faire 500 000 vues alors que tu as 100 000 abonnés, ça veut dire que l'idée du réel, l'accroche ou peu importe, voilà, est très très pertinente. Donc ce que j'invite à faire à tout le monde et à tester, c'est de faire ce process, donc de prendre des réels qui ont fait x5 de vues vis-à-vis du nombre d'abonnés, de voler l'accroche, carrément, de voler l'accroche. Et par contre, voilà, on est expert dans le domaine, donc l'accroche, bah, on continue après pour le body, on sait normalement quoi dire, donc ça on le dit. Et un peu s'inspirer aussi de la forme. Et ça, à chaque fois que je l'ai dit, forcément, c'est pas le premier, c'est pas le deuxième, mais au bout du 5-10e, il y en a au moins un qui explose. Après, ça, il y a le facteur chance, surtout sur l'algorithme. Donc ça, on peut rien y faire. Ouais, mais moi, j'aime pas appeler ça de la chance. Enfin, c'est un peu une science, l'algorithme, en vrai. Et c'est la psychologie, l'humain. Enfin, l'algorithme, il est géré par les humains. Et du coup,
techniquement, la chance, tu la provoques si tu fais justement ce genre de choses. Et oui, des fois, il y a des variations, mais pour moi, si ton poste ne marche pas, c'est que c'est un mauvais poste. Et si ton poste marche, c'est que c'est un bon poste. Et qu'il faut tout le temps tirer des leçons à partir de ça. Et du coup, se remettre en question, qu'est-ce qui a fait que mon poste n'a pas marché? Et c'est comme ça, en te faisant des auto-feedback aussi, que tu vas créer énormément d'évolution. C'est ça qui est trop fort. Moi, je dis souvent c'est exactement le même propos que tu as dit, mais je dis Kylie Jenner, si elle fait 1 million de vues sur sa vidéo, c'est pas parce que la vidéo elle est bien, c'est parce que c'est Kylie Jenner. Donc, pareil pour Ronaldo, etc. Donc, faut pas forcément t'inspirer de ces personnes-là, mais effectivement, quand la personne a un poste qui décolle par rapport à qui elle est ou son nombre d'abonnés, c'est que c'est un bon poste. Et c'est ça qu'il faut reprendre. C'est quoi, toi, tes limites au niveau de l'inspiration? J'en ai pas. Ah, tu dis au fait de reprendre chez les concurrents? Ok. Ouais, parce que des idées de contenu, j'en ai à l'infini. En fait, quand tu dis inspiration, je pense à idées de contenu. Mais pour reprendre chez les concurrents, les limites à ça, c'est effectivement que tu vas pas te démarquer, tu vas pas forcément fidéliser, tu vas passer pour le mec qui reprend tous les contenus chez les concurrents et qui derrière n'a pas de savoir. Tu vois, non, je vais pas donner de nom, mais il y a des personnes qui justement abusent de ça. Et pour moi, ça crée aucune crédibilité si derrière ils vendent un programme, une formation, etc. On dirait presque eux-mêmes n'ont jamais fait de business ou quoi, parce qu'ils reprennent toutes les leçons business des autres, etc. Donc, il faut toujours avoir un pourcentage de donner sa propre valeur, ses conseils, et c'est là où tu vas te démarquer. Par contre, si tous tes posts, tu reprends une accroche qui a été virale, et que derrière tu parles de ta méthode ou quoi que ce soit, ça c'est ok. Mais il faut quand même qu'il y ait une part de toi pour que les gens aient envie de prendre ton programme. Voilà, on a parlé de tout ce qui était viralité, je pense que maintenant on a fait le tour. Euh, Maintenant, la deuxième, quand même, grosse problématique des créateurs débutants ou même un peu plus avancés, c'est le temps. Euh, pour toi, c'est quoi le 80-20 de la création de contenu sur lesquels ils devraient se concentrer? Et c'est quoi un peu les indésirables que tu éviterais pour un débutant? Justement, les indésirables, ça va souvent être ces complexifications dans le fait de faire un tunnel de vente, de faire un site web qui prend je sais pas combien de temps, de commencer à faire des stories qui sont, par exemple, quelqu'un qui a 50 100 abonnés qui débute, il doit pas passer 1 heure par jour à faire des stories parce que la portée, elle est de 20 personnes, quoi. Donc, mieux vaut concentrer son temps à faire du contenu viral au début ou qui explose dans ta niche et faire des vrais posts de qualité, mais sans forcément y passer 3 heures. Tu vois, des posts avec plein de cuts et tout, et qui des fois, toi, ne vont pas marcher parce que toi-même ne sais pas encore comment créer du contenu, ça va pas le faire. Par contre, des posts simples, justement au début, des citations, des b-rolls, etc. Enfin bref, le plus simple possible, tout en étant le plus efficace possible. Pas besoin de complexifier, pas besoin de mettre des effets de montage vidéo, pas besoin de mettre plein de plans hyper compliqués. Tu peux vraiment faire simple. Moi, un de mes posts qui a le mieux marché, c'était moi en train de me faire un café dans ma cuisine et j'ai juste posé le trépied, j'ai mis un peu sombre, juste ça. Et ma cuisine, elle a rien de spécial. Enfin bref. Et j'ai mis sombre, j'ai mis une accroche virale. Ça a décollé. 2 700 000 vues, 4 000 abonnés, des milliers de prospects. Bref, donc le 20-80, c'est vraiment justement reprendre chez les concurrents et ne pas se faire chier des fois à faire trop de choses pour fidéliser entre guillemets avant d'avoir une certaine audience. Et en fait, ça se ressent, c'est un peu un ressenti. Des fois, tu vas voir que tu passes 3 heures à faire une story qui ça valait pas la peine. Et des fois, tu vois que pareil, tu vas passer 4 heures à faire ton branding alors que tu aurais pu le faire en 1 heure. Mais c'est à soi-même de s'auto-juger. Mais oui, pour moi, poster 1 fois par jour, c'est quand même essentiel. Si t'as pas le temps, que t'es occupé, que t'as un salarié à côté, peut-être minimum 3 fois par semaine. Entre 3 et 7 fois par semaine, c'est bien. Et parmi le temps que t'as à disposition, essaie de faire un maximum de qualité et un maximum de quantité. Mais du coup, avec la quantité de 3 à 7 posts par semaine, essaie de faire un maximum de qualité par post. Et ensuite, essaie de conserver avec quand même quelques stories par semaine. Et là, tu fais le minimum et t'as une audience qui se construit petit à petit sur la durée. Et c'est une asset qui est, enfin, tu le sais aussi, l'audience. Aujourd'hui, c'est une des meilleures choses que tu peux avoir. Ok. Pareil, moi, mes conseils au niveau de la création de contenu, c'est vraiment de standardiser. Créer au jour le jour, c'est insupportable. Moi, je l'ai fait pendant 1 an et demi et vraiment, j'allais me tirer une balle. T'as aucun recul, tu peux pas prendre de recul et c'est horrible. Ça veut dire que t'es toujours dans la tête dans le guidon, tu peux jamais prendre enfin, voir ce qui a fonctionné, voir ce qui a pas fonctionné. Tu prends 1 heure par jour à faire ton post, etc. Ça peut être rapidement chiant. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de standardiser toutes les tâches. Ça veut dire l'idéation, le script, le tournage, le montage, la publication. Et en fait, au lieu de tout faire en une journée, ça veut dire qu'à chaque fois que tu te remets, enfin, tu changes de tâche,
ça prend du temps pour rentrer dans une autre tâche. Donc autant en fait prendre un jour dans la semaine, un jour où on est off, et faire en fait, par exemple, tu en as 7 du coup dans la semaine à faire de posts, 7 idéations. Ensuite tu changes de tâche, tu fais 7 scripts. Ensuite tu changes de tâche, tu fais 7 tournages, etc. etc. Et en fait en standardisant et en batchant les tâches, ça te permet de pas changer en fait de tâche en cours de route, donc garder ta productivité, garder tes automatismes, et derrière, bah forcément, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. 100%. Ça, effectivement, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais moi j'appelle ça les bulk actions. Enfin, aux États-Unis, ils appellent souvent comme ça. Il y a tellement de friction si tu veux créer un réel face cam une fois par jour. Tu dois installer tout le matériel comme on l'a fait là, que tu dois brancher les micros, trouver les scripts et tout et parler. Et au final, une fois que tu es dedans, tu fais un seul réel et tu veux faire ça tous les jours. Genre, moi j'ai une journée par semaine, le mardi matin, je fais tous mes contenus face cam. J'en fais 7-8 d'un coup. Et je sais que pendant une semaine, j'ai toutes mes actions. Pareil, si je devais faire du montage vidéo, je prendrais 4 heures par semaine, je fais tous mes montages. Les idées de contenu, bon, moi maintenant ça va très très vite, donc je n'ai pas de section dédiée à ça, mais ouais, pour les personnes très occupées, souvent, je trouve qu'en 3 heures par semaine, tu peux réussir à faire du contenu que tu peux poster une fois par jour. Que ce soit du fast cam, des citations, ce que tu veux. Donc ouais. Aussi, par exemple, les plans vidéo, les tournages de B-roll, bah, moi, je prends une matinée par mois où je vais faire 25-30 vidéos différentes. Vraiment, ça peut être du lifestyle, mais classique. Les gens pensent qu'il faut une vie de rêve pour faire des B-roll. Tu peux être en train de te faire un café, en train de travailler sur ton ordi, en train de marcher dans le jardin, en train de faire de la corde à sauter, ce que tu veux. Et, et tu fais une journée où tu tournes tout ça, même pas, et t'as 30 vidéos et t'as un album avec tout ça, tu les pioches dedans le soir à 22 h quand t'es là, t'as oublié de faire ton réel, tu pioches dans ton album de vidéos, tu pioches dans ton album où t'as toutes tes idées de contenu, hop là, tac tac, tu prends une musique que t'avais enregistrée, tu vois, à chaque fois que je scrolle sur Insta. Pareil, un de mes meilleurs conseils, c'est d'avoir dans ton algorithme tous les posts que tu pourrais faire toi, et comme ça, t'as juste à scroller pour avoir des idées de contenu, pour avoir des musiques virales, pour avoir des hooks et tout. Donc ça, c'est juste trop fort. Si tu veux scroller pour te divertir, créer un autre compte Insta, regarde des vidéos de chat et de surf. Mais si tu veux fidéliser, avoir tout le temps des idées de contenu et pas t'éparpiller, parce que c'est ça aussi le risque quand tu es entrepreneur sur Instagram, c'est de te perdre dans ce putain d'algorithme. Et du coup, si ton algorithme, c'est que de l'inspiration, c'est que des posts que tu pourrais faire, derrière scroller, c'est complètement autre chose. C'est apprendre, c'est regarder ce que fait la concurrence, c'est prendre note pour soi, avoir des idées de contenu, etc. Et du coup, je sais que je serai jamais un manque d'idées de contenu parce que j'ai juste à scroller. Et bref, du coup, ça, c'est aussi une manière d'automatiser. Du coup, j'enregistre le post, je vais dans mes posts enregistrés, et là, j'ai 1 million d'idées de contenu. Toutes ces manières-là, les bulk actions, ça simplifie tout. Ok. C'est vrai que l'idéation, c'est un gros problème, du coup, chez les débutants. Moi, ce que je conseille, c'est genre, voilà, entraîne ton algorithme à voir ce que tu pourrais faire, donc que des créateurs, notamment aux US, hein, parce qu'on peut pousser un petit peu plus le copy. Mec, t'es aux toilettes, tu scrolles. Il y en a qui scrollent, chope des idées, genre, tu fais aucune autre tâche que faire ce que tu as à faire, et en même temps, bah, tu travailles, parce que tu as des idées, et facile, vraiment, en 1 heure de scroll, tu peux avoir genre 20-25 idées easy, et ça te permet en fait que lorsque tu arrives dans ta journée en fait de création de contenu où tu dois faire tes posts, toutes tes idées elles sont là, t'as plus qu'à piocher dans tes enregistrements, et ça va hyper, hyper, hyper vite. Donc autant mettre ce scroll horrible à bon escient et l'utiliser comme idéation, comme ça t'auras pas à le faire plus tard quand t'es dans le jus et quand t'es dans la journée de tournage, quoi. Surtout que ça devient plus chiant de scroller parce que t'as beaucoup moins de dopamine qu'avec toutes ces vidéos hilarantes et tout. C'est des vidéos éducatives. Et donc, au bout de 5-10 minutes, t'en as marre de scroller. Et pourtant, t'as trouvé plein d'idées. Et du coup, tu t'éparpilles pas. Tu perds pas de l'énergie, etc. Et du coup, c'est trop fort. J'ai vraiment juste à scroller 10 secondes. J'ai plein d'idées. Là, on a parlé du coup de la stratégie short form et de la stratégie du coup YouTube School. Euh, c'est quoi toi le step d'après une fois qu'on a du contenu qui fonctionne, une fois qu'on a de l'inbound pour du coup maximiser nos chances d'amener des personnes sur un appel? Il faut, ouais, bah déjà un lien, un calendrier, ça c'est un peu logique, mais un calendrier ou un iClose. Et comment faire en sorte que la personne book un appel? Souvent, bah, il y a justement un setting ou alors des call to action sur des posts de qualité parce que la personne a reçu de la valeur. Et ensuite, en fait, il faut tout le temps donner, donner, donner et après demander. Mais vraiment donner, 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 donner 80-90% du temps et ensuite tu demandes. Et le fait de demander à gauche à droite, aussi la personne doit entendre plusieurs fois le call to action, des fois avant de prendre action. Tu vois, il peut regarder 20 vidéos YouTube de qualité et après il se dit bon, là c'est le moment,
je vais me lancer. Donc toujours quand même avoir un calendrier ou un call to action. Et moi, le plus simple quand même pour éviter d'éparpiller les gens le plus possible, c'est de passer par le setting parce que tu peux faire des discussions personnalisées. Tu peux voir les problèmes de la personne. Si tu es là si tu peux régler ses problèmes et tout, ça te permet aussi toi de préqualifier avant de passer du temps en appel avec la personne. Et ensuite, moi, ce qui est fort, qui m'aide à booker des calls, c'est que je propose des appels découvertes. Je fais en 2 fois, j'ai R1 et R2. Mon premier appel, il dure 15 minutes. Et comme motivation à la personne, vu qu'elle doit me faire confiance, tu vois, pas tout le monde a envie de passer 15 minutes avec moi à juste répondre à des questions. Donc, qu'est-ce que j'offre? J'offre une analyse d'Instagram à la fin du call. En 5-10 minutes, je regarde ton profil, je te dis exactement ce que tu dois changer, ce qui pourrait te ramener plus de clients, de vues, etc. Donc, c'est là où c'est trop important de personnaliser. Et du coup, je donne une valeur dans le premier appel. Et donc là, je book plus de calls, j'ai une motivation. Je demande les objectifs de la personne, je lui demande ses blocages et je propose l'appel comme la solution pour régler ses blocages et atteindre ses objectifs. Et au passage, en plus, tu as une analyse gratuite de ton compte Insta, donc tu n'as rien à perdre, il n'y a aucun engagement, il n'y a rien. Tu passes 15 minutes avec moi, tu as de la valeur. Et si t'aimes pas, tu pars. Et si t'aimes bien et que tu veux en savoir plus, je te propose un deuxième appel. Ok. Donc le call, c'est un call d'audit stratégique, c'est un lead magnet du coup. Il y a presque de ça, ouais. Ouais, le lead magnet, je dirais que c'est presque avant le call. Ouais, non, c'est un peu ça. Mais du coup, c'est un lead magnet personnalisé ouais. Et qui me permet au passage de préqualifier, de poser des premières questions. Donc là, on a contenu, devenir viral, on a la stratégie du coup pour amener sur un appel. Donc là, généralement, le business quand même commence à se développer. On peut facilement, rien qu'avec cette stratégie, aller à 25, même un peu même plus, tu vois, c'est ce qui est possible. Pour toi, c'est quoi les steps d'après? Il y a plein de personnes qui ne savent pas vendre en appel, qui n'osent pas parler de leur offre, qui savent pas bien pitcher leur offre, qui savent pas bien poser les bonnes questions. C'est aussi une compétence de vendre en appel. Donc forcément, si tu as toutes ces étapes, mais que t'as pas le closing, ça va être galère d'avoir beaucoup de revenus, ou alors tu es limité. J'aime bien la phrase de on tombe à la hauteur de notre maillon le plus faible dans notre business, parce que tu peux cocher toutes les cases. Si tu as un gros trou dans la création de contenu, un gros trou dans le setting, ou dans ta réservation de call, ou un gros trou pour closer, etc., bah, tout ton business va tomber à cette hauteur. Tu seras limité par ce gros trou. Donc c'est là où il faut vraiment, en tant qu'entrepreneur ou infopreneur, être couteau suisse et combler toutes les lacunes. Et si vraiment tu sais pas combler une lacune, bah te faire aider. Ça peut être un coach, ça peut être délégué avec un monteur vidéo ou des freelances. Mais c'est là où c'est intéressant et il faut s'auto-coacher ou comprendre le problème et se responsabiliser pour déléguer. Les steps d'après, du coup, donc tu dirais au-delà du closing, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un accompagnement qui vaut la peine ou une offre qui vaut la peine, une formation qui fait en sorte que les personnes soient satisfaites. Donc, une fois que les personnes se lancent avec toi, oui, si tu veux, tu peux faire un premier lancement, te faire 20 000 euros, mais si derrière tout le monde critique ton programme et elle se rend compte que c'est de la merde, ton business, il s'écroule à ce moment-là et c'est dur derrière de rattraper ta réputation. Donc, avoir un super programme, avoir une super offre qui donne des résultats, c'est juste trop bien. Ça n'a pas besoin d'être complexifié. Il n'y a pas besoin de passer 6 mois à faire une formation pour qu'elle soit bonne. Tu peux tester petit à petit, justement, avec du coaching, avec des gens qui t'aident gratuitement au début ou à très faible coût. Et comme ça, tu as des premiers témoignages, tu as des premières expériences, tu peux améliorer ton programme. Et là, tu as un programme qui vaut la peine en moins de 3 mois. Et derrière, tu peux le lancer. Et au fur et à mesure du temps, plus ton programme est bon, plus tu auras des témoignages, plus tu vas alimenter la boule de neige positive. Et plus derrière, tu auras l'effet exponentiel. Tu auras des recommandations et tout. Donc moi, je vois vraiment ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ces étapes. Et une fois que vraiment tu commences à faire 30-50 cas par mois, là oui, peut-être essayer de faire des funnels, essayer de faire des webinaires, essayer de voir comment complexifier, entre guillemets, la chose. Mais de toute façon, tu auras plus d'argent pour le déléguer, donc c'est pas tant que ça complexifier. Toi, tu as des idées pour aller plus loin? Alors pour aller plus loin, forcément, c'est que une fois qu'on a maîtrisé un peu et qu'on a nos KPI au clair sur la création de contenu, le setting, le closing, là, ça va être de créer des process pour mettre des personnes dessus. Voilà, soit automatiser ou soit déléguer, ce qu'on peut pas automatiser. Mais pour ça, voilà, avoir quand même des standards de KPI qui sont corrects, à savoir de la création de contenu qui fonctionne, qui ramène de nouvelles personnes, qui éduque bien, avoir des taux de setting qui sont corrects, avoir des taux de closing qui sont corrects, et on démarre. Donc, des premières choses pour moi, déléguer le setting, le truc le plus chronophage qui demande le plus de temps. Ensuite, recruter un CSM, donc un coach qui va gérer notre accompagnement une fois que notre satisfaction, bien sûr, est élevée à plus de 90%. Ensuite, ça va être la création de contenu, commencer à s'entourer à ce niveau-là, même pendant le début, moins le monteur, mais après commencer à prendre des stratégistes, etc. Et ensuite, dernière chose, déléguer le closing. Et là, après, déjà, quand on est là, à ce niveau-là, je pense qu'on peut aller vraiment, vraiment loin.
mais au moins on va travailler sur le business et plus dans le business. Et là, on va pouvoir du coup, sachant qu'on l'a validé à petite échelle, avec de la création de contenu, du setting, du closing, et que voilà, on a un taux, je sais pas, on a 2, 3 appels par jour, 4, ça veut dire que ça fonctionne quand même à petite échelle. Et là, on va pouvoir envoyer les inputs à fond, à savoir choper du follower ads, des ads, et vraiment faire grossir le truc de manière ouf. Mais voilà, le step pour aller au-dessus, c'est genre, on a des inputs à 50 messages par jour, à un post par jour qui fonctionne très bien. Bah là, en fait, le but numéro un, ça va être de grossir ces inputs. À savoir combien de personnes qu'on contacte, combien de personnes on touche, combien de calls on fait, combien de closing réussis on a fait, etc., pour forcément taper tous les steps qui suivent. Et tu sais, ce qui est le plus frustrant avec ça, c'est que la plupart des personnes savent les actions qu'elles doivent faire, savent exactement comment aller au step au-dessus, mais derrière, ce qu'on sous-estime beaucoup, c'est qu'il y a des blocages mentaux, il y a au niveau du mindset des lacunes, et je trouve qu'à n'importe quel niveau, même des entrepreneurs qui font des millions, ils ont un état de pensée qui les limite encore à faire plusieurs dizaines de millions, etc. Parce que tout commence avec des pensées et que derrière, ils font pas les actions nécessaires pour aller atteindre ça. Donc, effectivement, personnellement, je sais que je pourrais faire plus de volume, je sais que je pourrais faire X ou Y actions pour avoir encore plus de revenus, mais quelque chose m'en empêche et je le fais pas et je procrastine là-dessus. Pourquoi? Parce que je suis pas encore prêt à accueillir ce niveau de revenu et c'est là où c'est hyper important et intéressant de faire ce travail-là aussi, de se dire, OK, j'ai atteint ce niveau de revenu, c'est cool, parce que je suis une personne à la hauteur d'atteindre ce niveau de revenu. Mais pour aller chercher le niveau supérieur, je dois changer aussi la personne que je suis, je dois changer ma mentalité et je dois effectuer des actions qui, du coup, vont être en accord avec ça. Et donc, il y a plein. Alors, les blocages peuvent être différents pour plein de personnes, donc je sais pas si c'est intéressant de dire toutes les causes et tout, mais c'est intéressant d'essayer d'identifier ça et de travailler là-dessus pour être prêt derrière à accueillir plus, parce que la plupart des personnes sont au niveau de revenus auquel elles sont aussi via leur mindset. Ouais, avant le scaling, il y a vraiment un travail à faire sur soi-même, hein. Est-ce qu'on est prêt à accueillir autant d'argent? Est-ce qu'on est prêt à accueillir autant de critiques? Parce que forcément, tu grossis, tu te fais critiquer, tu grossis, il y a plein de choses qui se passent, en fait, voilà, autour. T'éloigner de ton entourage parce que tu fais plus d'argent, etc. C'est intéressant de creuser parce que il y a quelque chose qui nous empêche de faire les actions qu'on sait qu'on doit faire. Et c'est ce qu'il faut qu'on identifie. Dernière question avant de terminer, c'est quoi la suite pour Baptiste? Ensuite, pour Baptiste, c'est alors là, je finis mon lancement. Je prends encore 2 ou 3 personnes sur mai. Ensuite, examen d'HEC. Je rattrape tout mon semestre, les 600 heures de cours que j'ai séché. Et après ça, lancement de fin juillet normalement, où je vais viser les 50K. Et c'est là où justement, avant ça, je dois faire un travail de débloquer mes pensées pour être prêt à faire les actions et être prêt à accueillir cet argent-là. Mais je me sens totalement capable de le faire et je vais faire en sorte de le faire. Donc ouais, prochaine étape, lancement 50 000 euros sur juillet et tout ça pour aller évidemment chercher mon objectif de l'année qui était de 100 000 euros, enfin qui est toujours de 100 000 euros de bénéfices sur mon activité qui du coup est gérée en parallèle de mes études d'HEC. Donc je serais assez satisfait avec ça. Et pour ça, encore plus de contenu, encore plus de volume, encore plus de tout, de qualité. Et là, je suis en train d'améliorer mon accompagnement pour aussi pouvoir augmenter sa valeur, tout optimiser. Et voilà. Toi, c'est quoi tes prochains steps? Prochain step, on vise les 50. Donc, nouvelle offre, c'est juste envoyer le volume dessus. Pour l'instant, c'était que du bouche à oreille, c'est un peu dans l'ombre. Mais là, tout est prêt, tout est organisé, tout est structuré. Maintenant, il n'y a plus qu'à choper le maximum de personnes pour amener leur création de contenu sur un autre step et leur business sur un autre step. Donc voilà. Bah écoute, merci Baptiste. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, @Baptiste Dugardier, tout collé. Je lance mon YouTube aussi si vous voulez aller voir mon school, etc. Mais voilà, ça c'est le plus simple. Pas besoin de complexifier avec des sites internet. Et voilà. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était super cool. Et prenez note de tous ces conseils parce qu'on a pris du temps à les intégrer. Et franchement, c'est cool. C'est cool. J'ai kiffé.